intéressant puisque ce sont des industriels qui vont venir vous présenter des exemples concrets de ce qu'ils ont fait chez eux déjà en matière de juste emballage. Donc j'invite Marie-Pierre Gaillard de Léa Nature, Fabien Guyot de LSDH, du groupe LSDH et Arnaud Roland de Coca-Cola France à venir me rejoindre donc pour la dernière table ronde où l'on va donc vous présenter des exemples concrets d'actions en matière de juste emballage avec, vous allez le voir, des réductions, du réemploi, du recyclage, tout est... Voilà. Et si vous voulez poursuivre le débat avec nos intervenants, évidemment, ils sont à votre disposition. Voilà. Madame, messieurs, bonjour. Je vous invite à prendre place et je vais vous rejoindre. Voilà. On peut, oui, enlever quelques micros, merci. On sera 4 là. Voilà. Pardon. Alors, je vais commencer par vous présenter Fabien Guyot, bonjour. Vous êtes le directeur emballage du groupe LSDH. Oui. Alors le groupe LSDH, je pense que c'est quand même bien connu. Hein, c'est une belle ETI française installée dans le paysage depuis un moment. Vous pouvez vous rapprocher si vous le souhaitez. Voilà. Aujourd'hui, c'est 7 sites de production. Je crois que c'est plus de 2000 salariés. Oui. C'est 2 activités principales, dont une historique, j'ai envie de dire, c'est l'embouteillage. Hein. Ouais, alors c'était beaucoup pour le compte de marques de distributeurs. Et puis aujourd'hui, il y a aussi une activité importante qui est une activité de spécialité de légumes, 4e gamme beaucoup. C'est ça, 4e gamme et traiteur. 4e gamme et traiteur. Et donc vous allez nous expliquer tous les travaux que vous avez faits en matière d'emballage, tous les progrès que vous avez faits sur ces différents domaines d'activité. Très bien. Arnaud Roland, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur RSE d'un groupe, je crois, un peu connu qui s'appelle le groupe Coca-Cola France, je crois. Je crois que vous faites pas mal aussi des boissons, des soft drinks, mais pas seulement. Produit en France. Produit en France. 5 usines en France. Voilà. Et des soft drinks à base de cola, ça va sans dire, mais pas exclusivement non plus, puisque voilà, Coca-Cola France, enfin Coca-Cola, a maintenant différentes activités au-delà de la boisson que l'on connaît tous. Merci d'être avec nous. Et Marie-Pierre Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable projet emballage, je crois que je ne me suis pas trompé, j'espère en tout cas, chez Léa Nature. C'est ça. Alors Léa Nature, c'est aussi une très belle ETI française, hein, on parlait de LSDH tout à l'heure, entreprise qui compte, je crois, 14 sites de production en France. Même 21. Oula. C'était un multiple de 3, mais j'avais pas le bon. Ok, donc 21 sites de production. Beaucoup plus petite que celle de Coca, bien sûr. Voilà, ça va sans dire. Et vous êtes spécialisé dans 4 types de familles de produits différents. Donc bien sûr des produits alimentaires, des produits santé diététique, des cosmétiques et des détergents. Donc un portefeuille très large. Tout à fait. Et vous aussi, vous avez accompli un certain nombre de progrès en matière d'emballage. Alors on l'a dit tout à l'heure, ça a été évoqué. Bien sûr, dans les emballages, il y a les 3 R. Réduire, recycler, réemployer, alors dans l'ordre voilà, qu'on veut. Alors on va commencer par la réduction, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous avez fait chacun, les uns et les autres, dans vos entreprises pour réduire la quantité d'emballage voilà, sur vos emballages, réduire la quantité, on vient d'en parler aussi dans la dernière table ronde, où on donnait des quantités de réduction. Voilà. Alors peut-être... en commençant avec vous, peut-être Marie-Pierre. Oui, alors en fait, donc tout à l'heure, on a parlé... Donc des exemples concrets, s'il vous plaît. Juste du décret 94-62. Donc moi, je suis rentrée en 2000 chez Léa Nature. On a commencé en fait par la réduction en fait des emballages, donc par les épaisseurs, et ensuite en fait, on va dire carrément, on va dire aussi avec de la suppression des emballages. Alors dans les réductions d'emballage, en fait, par exemple sur tout ce qui va être emballage secondaire pour des caisses américaines, on a réduit d'environ 15% les caisses, et donc en fait chez nous ça représentait 25 tonnes de carton. D'accord, ok. Ça c'est au moins en plus c'est synthétique, nickel. Le pilier historique de la réduction des emballages, c'est agir à la source, oui. Réduire les emballages primaires. Donc c'est ce qu'on a fait aussi nous historiquement sur les bouteilles plastiques, bouteilles verres, les canettes, etc. Même si on a encore... Vous avez un chiffre sur le pourcentage de gains en réduction? À peu près 20% sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Voilà. Okay. Rien que sur le plastique, ça représente 20 000 tonnes. Oui, pour Coca-Cola, ça fait tout de suite des volumes assez importants. Voilà, tout à fait. Donc on a encore des progrès à faire sur ce pilier-là. Maintenant, on arrive aussi petit à petit au bout de cette démarche. Donc on entame aujourd'hui une deuxième phase qui est de se poser la question de supprimer certains types d'emballages. Et c'est ce qu'on a fait cette année, par exemple, avec les films plastiques qui regroupent les lots de produits. Vous savez, c'est assez courant.
en grande distribution, notamment pour les promotions, pour les lots de produits, de les emballer avec des films plastiques. Donc nous, après 2 ans de recherche et développement, on a trouvé une solution pour les supprimer. On s'est posé la question de les garder, de les rendre 100% plastique recyclé. On a fait beaucoup d'études consommateurs. Ce que les gens nous ont dit, c'est ces films-là de regroupement en plastique, pour nous, c'est majoritairement des déchets. Ça encombre les poubelles. Ça encombre les poubelles, il y en a partout, il y en Et a il faut les trop. trier accessoirement. Voilà, donc plutôt que de les rendre circulaires, ce qu'on avait commencé à faire, on s'est posé vraiment la question de totalement les supprimer, et c'est ce qu'on a fait sur nos lots de canettes. Donc aujourd'hui, on a... Et comment les canettes les regroupez-vous alors ? Alors, on a en fait trouvé avec une société partenaire un système d'attache en carton qui s'appelle le Kill Clip, qui est un système breveté qui va attacher les canettes par le haut. Et pour les lots plus importants, on fait des étuis en carton. Et ça, c'est 900 tonnes de film plastique qu'on n'utilise plus, qu'on a totalement supprimé aujourd'hui. Et ça, c'est depuis quand Depuis cette année. Depuis 2021, donc c'est vraiment tout récent. Ok. Et c'est France, c'est international, c'est Européen. Europe. Ok. Fabien, même chose Alors, donc groupe LSDH. Ouais, concernant LSDH, donc, alors je ne vous donnerai pas de chiffres depuis 20 ans parce que je ne suis pas depuis 20 ans. Par contre, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans l'emballage et j'ai toujours entendu dire qu'on réduisait et que c'était la dernière fois qu'on pouvait le faire parce que c'était vraiment déjà un challenge. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on arrive toujours à aller plus loin. Ça veut dire quand même, il y a un double avantage, hein, c'est écologique et c'est économique, on en parlait tout à l'heure. Ça augmente quand même l'exigence d'utilisation de ces emballages parce que on peut le faire parce que les machines évoluent. Oui. Et que c'est de plus en plus compliqué à mettre en œuvre. C'était juste pour préciser là-dessus. Maintenant, on continue à faire des efforts. L'année dernière, on a par exemple passé nos bouteilles de lait 500 ml de 24 grammes à 17 grammes. Ça fait 210 tonnes de moins de plastique. Mais effectivement, là, pour le coup, je pense qu'on arrive vraiment à une barrière. Oui. Bon, on va en parler tout à l'heure avec la substitution, mais c'est vrai que là, l'exigence est telle aujourd'hui, en plus par rapport à tout ce qui est sanitaire, oui. que pour aller plus loin, il faudra sûrement changer de modèle. Et vous sentez qu'avec la crise Covid, puisque pour parler de l'actualité, justement, vous parliez de contraintes sanitaires, qu'il y a un petit coup de frein un peu sur justement les réductions d'emballage. On se dit, bon, là, c'est pas le moment, vu les inquiétudes qui planent et qui sont évidemment assez sérieuses, même si c'est peut-être pas sur les produits alimentaires qu'il y a le plus grand danger, mais bon, néanmoins, et que du coup, ça freine un peu sur cet aspect-là. Je trouve que il y a eu ce débat-là avec les qualités du plastique, parce qu'effectivement, ça assure un transport de manière saine. Après, c'est vite revenu à la fin du confinement. Aux réalités. Comme beaucoup de choses. Et on revient quand même tout simplement à cause de la loi AGEC et des lois SUP qui s'approchent, avec les échéances qui s'approchent. Donc, non, c'est un débat qui se maintient. D'accord. Et par contre, je rebondis sur ce que vous disiez. C'est vrai qu'on s'attache beaucoup au primaire parce que c'est ce qui arrive chez le consommateur. Et à la limite, le secondaire avec le film, il y a aussi tout le tertiaire. Et il y a eu beaucoup d'efforts faits, notamment sur tout ce qui est film de banderolage ou de houssage, avec des grosses réductions grâce encore une fois à des évolutions de machines. Bon, on a eu une question d'ailleurs sur les emballages B2B, les emballages amont, au-delà des emballages primaires, effectivement, où il y a des enjeux. Et on en parlera aussi demain dans les assises nationales du réemploi, puisque au-delà des emballages primaires, encore une fois, il y a évidemment des enjeux sur les emballages secondaires et tertiaires. Oui, sur ce sujet de est-ce qu'on est allé au bout des réductions d'emballage, c'était aussi un sujet qu'on abordait à la fin de la table ronde précédente. Est-ce qu'on est allé au bout de la démarche? On ne peut plus gagner grand-chose, ou est-ce qu'il y a encore, avec les progrès techno, des machines, des emballages, moyen de gagner encore un petit peu sur les emballages primaires notamment, bien sûr? Oui. Je dirais qu'on peut toujours aller chercher un tout petit peu, mais je pense qu'on n'est pas loin du max. Ouais. En fait, la fonction première quand même de l'emballage, c'est la protection du produit, et donc ça, on doit vraiment s'en assurer. Oui. Arnaud? Il y a encore des optimisations à faire, mais ça va nécessiter beaucoup de travail de recherche. Et ça engage vraiment toute la filière des fabricants de machines d'emballage, parce que dans nos usines à nous de produits de grande consommation, on fonctionne à des très hautes cadences. Donc dès qu'on modifie ne serait-ce qu'un petit paramètre, c'est l'ensemble de la ligne qu'il faut entièrement régler. Je pense notamment à une initiative qui va arriver sur le marché dès l'année prochaine, c'est les bouchons attachés.
Vous savez, c'est issu de la réglementation européenne pour limiter la pollution des bouchons Ça a plastiques. commencé sur les eaux minérales, je crois, de mémoire. Exactement. Ouais. Et donc ça va se généraliser. Donc c'est aussi certainement une opportunité pour nous et pour d'autres industriels de gagner aussi en matière sur ces nouveaux bouchons. Et accessoirement, c'est augmenter le taux de collecte des plastiques, je suppose. C'est Tout à fait. l'objectif Complètement. initial. Ok, alors là, on a parlé de réduction de manière générale. Après, réduire, c'est aussi, surtout quand même, on ne va pas se voiler la face, réduire le plastique, la quantité de plastique utilisée. Donc, pour réduire le plastique, il y a deux moyens. Soit on le supprime complètement, soit effectivement, il y a des matériaux de substitution. Alors, vous avez parlé un petit peu de ça déjà, Arnaud, avec l'étui carton. Qu'avez-vous fait les uns et les autres sur ces sujets-là, de la substitution de matériaux, matières premières au plastique? Et puis alors, dans les matériaux, il y a évidemment le plastique recyclé, le RPET, qui est une des potentialités de substitution, mais il n'y a pas que, il y a du remplacement de plastique par le carton et autres. Voilà, là aussi, les uns et les autres, même sujet. Alors peut-être, je ne sais pas qui veut démarrer. Marie-Pierre, allez. Oui. Alors donc oui, nous sur tout ce qui va être flaconnage, alors ça fait pas partie des choses qu'on a le plus, mais on a travaillé beaucoup sur du recyclé, donc au début 25%, puis 50% et de plus en plus à 100% recyclé. Donc vous êtes en avance sur la législation? Oui, mais en fait, notre société travaille sur tout ce qui... On fait des produits bio et on travaille dessus. Donc, on va dire depuis 2015, on travaille là-dessus. Donc, la réglementation, donc, des fois, nous oblige, on va dire, à avancer plus vite. Mais des fois, on est aussi un petit peu en avance par rapport à ça. Donc, ça, c'était une des choses. Donc, chez nous, en fait, ça représente à peu près 40 tonnes, on va dire, de plastique fossile, on va dire, évité. En fait, le fait d'utiliser du recyclé. Du RPET? Voilà. D'accord, ok. Ensuite, on s'est aussi orienté, on en a parlé tout à l'heure, sur du plastique en fait d'origine non fossile. Donc, sur une certaine gamme de produits, en fait, on est sur du polyéthylène et au lieu qu'il soit d'origine fossile, en fait, il est d'origine donc végétale et donc issu du canne à sucre. Quelle gamme de produits et depuis quand? Alors, c'est des produits de compléments alimentaires type gélules comprimées et ceci en fait depuis 2015. Et ça représente là aussi quel tonnage économisé par rapport à du plastique fossile? Eh ben, on n'est pas loin des 40 tonnes aussi. D'accord, ok. Voilà, on est sur des petits contenants en fait qui pèsent environ 15 grammes et donc en extrusion et en injection. Et vous avez fait aussi des choses, je crois que vous avez remplacé du plastique par du verre aussi. Je crois qu'il y a eu des... Alors non, bocaux? Non, du je me trompe. plastique. En fait, c'était sur un bocal de pâte à tartiner. Donc, on a un bocal en verre. On avait un opercule plus un bouchon plastique. Et en fait, on a supprimé cet opercule et ce bouchon plastique par une capsule métal. D'accord, donc là du métal à la place du plastique. Voilà, et mis Autre de l'acier substitution. et donc qui est 100%, L'acier. voilà, qui est 100% recyclable. Mais par contre, cela a nécessité un gros changement industriel au niveau de la capsuleuse, quoi. D'accord. Arnaud, peut-être même chose, même question? L'enjeu du plastique, c'est de le rendre circulaire. On n'a pas le choix. Il faut que le plastique soit 100% circulaire, c'est-à-dire 100% collecté, 100% réutilisé. Donc ça, on en est loin, on l'a vu. Hein. On en est loin aujourd'hui. Si je prends l'exemple des bouteilles en PET, donc les bouteilles d'eau, de jus de fruits, de soda, etc., on est à 55% taux de recyclage. Ça, c'est les derniers chiffres de Citeo. Donc évidemment, ce n'est pas assez. Maintenant, quand on regarde ailleurs en Europe, nos voisins font beaucoup mieux que nous. En Allemagne, on collecte 95% des bouteilles plastiques. Alors évidemment, la question que je vais vous poser, pourquoi et comment? Est-ce qu'ils sont plus disciplinés que nous? Est-ce qu'il y a d'autres éléments législatifs peut-être? En fait, ces pays-là ont choisi un autre système que le nôtre. Ils ont introduit il y a une vingtaine d'années un système de consigne. Ah, voilà. Donc chaque emballage a un prix. Le consommateur paye un montant de consigne au moment de son acte d'achat qu'il va récupérer quand il rapporte ses emballages. Donc sur du plastique, on est bien d'accord. Hein. Et également, ça marche aussi très bien sur les canettes en aluminium. Et sur les canettes alu. Ils sont aussi assez mal collectées en France. Ouais. C'est quoi le taux de collecte sur l'alu? 48%. Oui, on l'a vu, c'est vrai, tout à l'heure. Exact. Absolument. Donc on est à moins de la moitié. Donc la consigne, alors on connaît un peu la consigne sur le verre en France. Dans le B2C, ça a un peu disparu sur le vin, mais c'était historique. Hein. Dans le circuit CHR, ça continue. Mais c'est vrai que sur le plastique et sur l'aluminium, est-ce que vous pensez que les consommateurs sont prêts à accepter ça? Si on leur dit, voilà, il y a une consigne incluse dans le prix? Alors, on a fait, nous, un sondage l'année dernière là-dessus. 90% des Français trouvent que c'est une bonne idée. Donc oui, ils sont prêts
les gens sont prêts, ça a été aussi soulevé dans la Convention citoyenne pour le climat. Finalement, c'est du bon sens. C'est-à-dire que nous, on reteste la consigne en grande distribution depuis 2 ans avec Carrefour. Et on demande aussi aux gens ce qu'ils en pensent, comment ils se comportent. Les gens, on a des retours très positifs. Les gens disent, mais oui, c'est du bon sens, il faut retourner à l'ancien modèle qui permet de ne pas gaspiller et que tous les emballages qui soient consommés puissent être retournés directement au magasin. D'accord, ok. Vincent Très Collard, bien. Donc, même question, RPET et puis autres matériaux à la place du plastique. Alors juste pour rebondir, Oui. Vincent Collard parlait tout à l'heure d'appel à projet. Il y a un appel à projet qui vient d'être lancé sur le réemploi vert. Donc là, les SDH en fait partie sur le bocal fraîcheur, qui est le bocal classique de jus de fruits, et puis celui sur des bocaux pour imaginer y mettre des légumes ou des plats préparés. Et ça pose quand même un problème de magage qui aujourd'hui n'est pas forcément présent, notamment au niveau du lavage. Parce qu'en fait, ça sera l'objet des débats de demain. Mais oui, voilà. allons-y. Non, mais allez-y. Le gros problème, en fait, c'est les stations de lavage industrielles. C'est le transport alors, le transport à plein, il n'y a pas de souci. Par contre, le transport à vide, ça fait du carbone en grande quantité. C'est ce qu'on appelle les boucles des réemplois. Exactement. Elles ont une certaine dimension au-delà de laquelle ça devient plus économiquement rentable et même écologiquement viable. Exactement. Et donc, tout l'enjeu de l'appel à projet, c'est justement de construire ce maillage avec des modèles réinventés. D'accord. Pour revenir à votre question de tout à l'heure. Donc chez LSDH, concrètement Voilà. ce que vous avez fait sur ces sujets? En fait, en tentant de réduire de plus en plus la part de plastique, on a travaillé sur les fonctions même de chacun des éléments d'un emballage et sur les sachets salades 4e gamme qui sont présentés dans le pôle de Fabrice. La marque, vous la citez? La marque Crudette. Connue. On a séparé les fonctions et on a établi que le plastique était là uniquement pour la scellabilité du sachet et pour la barrière. Donc on a remplacé toute la partie plastique qui était là pour la tenue du sachet par du papier et on a obtenu un sachet qui a 95% de papier, 5% de polyéthylène au lieu de 100%, de polypropylène. C'est significatif. Et ce qui fait que en fait, ce sachet il a double vertu. D'abord, il comporte moins de plastique à l'achat et en plus il intègre une filière de recyclage puisque l'OPP est un sachet qui peut être déchiré et qui du coup n'est pas d'une manière propre orienté vers du recyclage. Alors que là, comme il est porté par le papier, il va chez le papetier et le papetier extrait le polyéthylène et peut soit le valoriser, soit en faire du recyclage, comme c'est le cas pour les briques alimentaires par exemple. D'accord. Ok. Et ça représente quel tonnage? Parce que vous dites 95% de polyéthylène en moins remplacé par du papier. C'est significatif, parce que je ne sais pas quels sont les volumes des Crudettes à l'année, mais ça représente combien de tonnage de plastique en moins? Alors en fait, là c'est le tout début de l'opération et c'est uniquement à notre marque. Si on considère l'ensemble des volumes de sachets 4e gamme qu'on fabrique aux Crudettes, ça représente 400 tonnes par an. 400 tonnes d'économisées, on est bien d'accord, de polyéthylène? De plastique, oui. Ouais. Ok. Oui, donc significatif. Sur ce sujet des substitutions, oui, peut-être Thomas Arnaud, pardon. Le réemploi, on le voit bien, c'est une tendance de fond. Et d'ailleurs, vous avez ici un village du réemploi, ce qui est très bien. Donc, c'est comment on réinvente le réemploi qui existait en France il y a quelques années pour le moderniser, pour le rendre attractif, pour proposer des nouvelles offres aux consommateurs. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, avec la plateforme Loop et Carrefour depuis 2 ans. Aujourd'hui, Loop se déploie en magasin. Carrefour prévoit 100 magasins en 2022. Les premiers chiffres sont assez encourageants. Carrefour nous dit ça, 5% des consommateurs qui rentrent dans le magasin testent cette nouvelle offre. Donc, ce ne sont que des emballages réemployables, consignés, qu'ils rapportent ensuite. Donc, quel matériau, quelle matière première? Essentiellement du verre. Mais pas que. Vous avez aussi l'inox, encore une fois, certains types de contenants. Oui, ça dépend des marques, des types de produits. Mais vous avez aujourd'hui de plus en plus de solutions possibles en fonction des catégories de produits. Donc 5% des gens, c'est pas négligeable. Non. Et surtout, ceux qui rentrent dans ce modèle-là, ils sont 80% à jouer le jeu, c'est-à-dire à rapporter leur contenant. Donc ces premiers chiffres sont extrêmement encourageants. Ça montre qu'il y a une vraie attente, qu'il y a un vrai marché à développer. Et c'est d'ailleurs ce que dit la loi AGEC. C'est-à-dire que la trajectoire, elle est claire en France. On doit atteindre 10% d'emballage en réemploi au minimum en 2027. Donc c'est
c'est ce type de modèle-là qu'il faut effectivement développer. Et donc nous aujourd'hui on le fait avec des bouteilles verres consignées qui sont réutilisables. C'est notre savoir-faire dans tous les cafés, hôtels, restaurants où on est en réemploi à 100% depuis historiquement. Et ensuite il y a aussi d'autres types de modèles qui correspondent plus à de la vente en vrac. Donc pour nous, pour les boissons, ça correspond à des fontaines de boissons. Distributeur, oui. Voilà, donc ça existe déjà, par exemple, en restauration rapide. Oui, oui. Hein, quand vous allez chez McDonald's, tout est servi avec des fontaines. Donc ce modèle-là va aussi évoluer dans les prochaines années avec des contenants en réemploi, puisque vous savez que dans la loi AGEC, dès 2023, en restauration rapide, il n'y aura que du réemploi en service à table. Donc on est aussi sur des modèles qui sont en train de se transformer profondément avec des nouveaux types d'emballages qui vont arriver et donc aussi des nouveaux comportements pour les consommateurs. Et ces fontaines, juste, oui, après je vous passerai la parole, et Marie-Pierre aussi, ces fontaines qui sont aujourd'hui, vous le dites, déjà très installées dans la restauration rapide, donc grandes enseignes qu'on peut connaître. Alors vous parliez de restauration commerciale, c'est ça, servie à table. Où est-ce que ça va se développer aujourd'hui? Quels sont les circuits qui sont vos cibles? Ça se développe déjà en restauration collective. Oui. C'est vrai. Oui. Donc dans les univers de bureau, dans les restaurants d'entreprise, mais demain on peut imaginer que dans les cinémas, dans les stations-service, nous on fait aussi des tests dans les parcs de loisirs par exemple. D'accord. Voilà, vous allez chez Disneyland ou au parc Astérix, vous allez trouver des fontaines de boissons. Et des fontaines de boissons dans un hyper ou un super, comme il y a des rayons vrac aujourd'hui pour de l'épicerie. Est-ce qu'on peut avoir un distributeur de Coca, Fanta, etc. Et hop, on se sert avec un contenant réemployable? En environnement très ouvert comme un hypermarché, c'est beaucoup plus complexe parce que vous avez des contraintes de sécurité alimentaire, d'hygiène auxquelles il faut faire très attention. Il y a certains types de produits vendus en vrac qui ne posent pas forcément de soucis, mais quand il s'agit de boissons, il faut être extrêmement vigilant. Donc on n'en est pas encore là, mais c'est notre volonté de tester aussi ces approches. Oui, Fabien, vous voulez voulez dire, c'est que ce que vous disiez sur la restauration collective, c'est très important aussi pour le lavage. Parce que ce sont des entreprises qui ne sont pas équipées de machines à laver, tout simplement industrielles. Et donc qui aide à développer des sociétés comme Usage, par exemple, avec qui on est partenaire sur... qui sera présent demain, d'ailleurs. Oui. Sur le réemploi. Donc ça, c'est très important par rapport au maillage. D'accord, ok. Oui. Marie-Pierre? Non, alors la substitution, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on était parti de la question de la substitution et on a un petit peu digressé, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le principal levier, évidemment, pour réduire la quantité de plastique avant tout, qui est le matériau ONI, celui qu'on incrimine partout dans les océans, etc. Voilà, est-ce que c'est aujourd'hui le principal levier finalement? En fait, il n'y a pas une seule solution, mais il y a plusieurs solutions. Effectivement, c'est un peu la chasse au plastique. Moi, j'ai juste repris quelque chose que l'on a quantifié, qui était que la quantité de plastique que l'on avait en 2015 est identique à celle qu'on a en 2020, sauf qu'on a doublé nos quantités. En volume. C'est pas à périmètre constant, comme on dit. Voilà, donc en fait, on a quand même doublé notre volume et on arrive à toujours à la même quantité de plastique. Donc on n'arrive pas forcément à réduire, mais bon, c'est toujours... voilà, faut bien chercher le périmètre et voir où est-ce qu'on en est. D'accord. Moi, je voulais juste dire que sur la partie réemploi, en fait, on fait partie aussi de l'expérimentation avec Citeo pour 2 sites. En fait, un pour tout ce qui va être jus de fruits, donc sur la bouteille fraîcheur, et sur un deuxième site pour tout ce qui est conserve de légumes. Et donc ça, c'est ce qui va venir sur l'année 2022. Par contre, ce qu'on a fait cette année, donc en partenariat avec Usage et c'était donc une expérimentation en Bretagne sur Rapportez-moi. Et on a été plutôt agréablement surpris en fait par le retour des consommateurs qui étaient prêts en fait à ramener en fait leurs emballages pour que l'on puisse, on va dire, les laver. Et là, nous sommes en cours de test en fait pour on va dire les re-remplir une deuxième fois. Et avec c'était quand? Donc combien de magasins? Alors c'était 5 magasins en région de Bretagne et durant du mois de mars au mois de juillet. D'accord. Et c'était sur quel type de contenant? C'était du verre exclusivement? Oui. Alors il y avait plusieurs industriels qui faisaient partie de l'expérimentation.
Nous, c'était sur 2 types de produits, donc des légumes cuisinés et des jus de fruits. D'accord. Question qu'évidemment on se pose tous sur ces questions de réduction des emballages, substitution, etc. Enfin, tout ce dont on vient de parler, c'est quels sont les gains environnementaux et économiques que vous réalisez, parce qu'on l'a bien vu, le levier quand même historique, c'était quand même bien sûr les économies, faire des économies, c'est pour ça qu'on réduisait les emballages. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, c'est très bien vu parce que ça va dans le sens de l'écologie aussi. Alors donc quels sont les gains écologiques et économiques que vous réalisez grâce à ces différentes opérations ? Alors, au niveau écologique, en fait, aujourd'hui, nous, en fait, le but, c'est d'éviter, on va dire, d'utiliser du plastique fossile. Donc, quand on peut utiliser du recyclé, c'est pour nous, en fait, c'est un bien écologique et au niveau ACV. Par contre, économiquement parlant, on n'y est pas du tout parce qu'aujourd'hui, c'est environ 40% plus cher d'utiliser du recyclé. Du recyclé, oui. Par rapport à du vierge. La situation actuelle est très compliquée, donc bon, voilà, hein, ça fait peut-être aussi un petit peu écho. Sinon, en fait, sur, on va dire, l'utilisation du verre, en fait, aujourd'hui, on espère pouvoir utiliser le même poids de verre sur nos bouteilles donc de jus de fruits. Donc là, on serait ISO. Pour l'instant, on ne connaît pas encore bien les coûts de lavage et de pouvoir à quel prix on va pouvoir racheter la nouvelle bouteille, mais on devrait être au niveau matériaux identique. Par contre, sur les bocaux, aujourd'hui, on va sûrement être obligé d'avoir des bocaux qui sont un peu plus lourds parce qu'ils sont, on va dire, au niveau de l'industrialisation chez nous, on va dire, passage dans les... au niveau de la machine et après au niveau de la stérilisation, en fait, pour pouvoir faire plusieurs passages, on va sûrement être obligé d'avoir des bocaux qui vont être plus lourds et donc plus chers. Et plusieurs passages, ça signifie combien de rotations à peu près pour que ça devienne rentable? Parce que c'est évidemment toujours la question, que ce soit économiquement et écologiquement vertueux. C'est quoi le nombre de cycles à peu près? Vous avez fait une évaluation? Alors, c'est encore en cours, mais nous, on souhaiterait en faire au moins une dizaine de passages. Une dizaine de cycles? On espère. D'accord, ok. Voire plus. Thierry, Roland, même question. Alors, les bénéfices économiques et environnementaux? Intégrer du recyclé, d'un point de vue environnemental, il n'y a absolument pas photo. Quand vous réutilisez du PET, c'est 70% de carbone en moins par rapport à ne pas le faire. Donc vous voyez, l'écart est assez considérable. C'est pareil sur le verre, c'est encore plus fort sur l'aluminium. Donc on a tout intérêt à rentrer dans cette économie circulaire et de viser le 100%. Maintenant, le problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la collecte. On ne collecte pas suffisamment, ce qui crée du coup des tensions aujourd'hui sur les matériaux recyclés, parce que tout le monde en veut, tous les industriels en utilisent, et de plus en plus. Et la loi a des échéances, voilà, donc ça va aller crescendo. Ouais. Et l'offre aujourd'hui ne suit pas, parce que les taux de collecte ont tendance à stagner, donc il faut qu'on arrive à sortir de cette situation pour réenclencher ce cercle vertueux, collecter beaucoup plus que ce qu'on le fait aujourd'hui, en verre, en plastique, en aluminium, même dans tous les matériaux, pour pouvoir détendre en fait l'effet inflationniste qu'on constate en ce moment. Donc la solution, c'est quoi? La consigne? Et pour nous, il n'y a pas photo. Il suffit de regarder ce que font nos voisins européens. Ils sont tous au-delà de 90% de taux de collecte. On n'a pas le choix. D'accord, ok, c'est clair. Oui. Par rapport à l'économie, effectivement, quand on baissait entre guillemets simplement la matière, c'est économique en même temps qu'écologique. Par contre, quand on substitue, non seulement les solutions de substitution sont plus chères. À peu près quel ordre? Enfin, vous l'avez dit plus ou moins, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Là, vous allez me dire que ça dépend du matériau, etc. Certainement. Quand on passe d'un tout OPP au papier PE, on peut faire x3 en termes de coût d'achat. Par exemple, les sommes sont pas énormes, mais sachet par sachet. En proportion, enfin en pourcentage, ça peut être jusqu'à x3. Exactement, ouais. D'accord. Alors on est au début, c'est-à-dire qu'après, ce qu'on estime, c'est qu'une fois qu'on aura commencé à amorcer la filière, ça va diminuer, parce qu'on aura plus d'offres, parce qu'on trouvera des solutions techniques plus intéressantes, et que ce coût matière va descendre. En parallèle de ça, on a également des problèmes de mécanisation. Donc sur nos lignes, le disait Arnaud tout à l'heure aussi. Ouais, les lignes sont faites pour utiliser des emballages à une certaine cadence. Quand on change et qu'on passe d'un plastique à un papier, forcément c'est plus fragile, ça se déchire, ça se plie, etc. Le consommateur veut un sachet qui soit quand même assez propre dans le linéaire, donc il faut le respecter, et donc les cadences peuvent être diminuées de 50%. D'accord. Donc au final, c'est pas économique, donc c'est un gros effort pour l'industriel.
qui est supporté par notre client, bien sûr. Mais il faut que le consommateur soit bien conscient du fait que pour arriver aux objectifs qui sont très très challengeants de la loi AGEC, ce sont des gros efforts. Alors on l'a vu ce matin avec l'intervention d'Isabelle, Nielsen IQ. Le consommateur, il trouve que c'est très bien les emballages recyclables, compostables, réemployables, mais s'il faut payer, visiblement là il y a déjà un petit coup de frein. Bon, voilà. Donc, il y a d'autres aspects aussi, il y a le visuel en rayon. Quand on passe d'un sachet transparent avec où on voit bien la salade, je ne sais pas s'il y a des acheteurs de salade en sachet, mais on aime bien voir la salade, on aime bien voir son aspect. Quand on est face à un sachet en papier opaque, ce que vous avez fait, ce qu'on a fait, il y a un certain risque. Marketing. Il y a un certain risque marketing. On l'assume en faisant un 100% remboursé ou satisfait. Mais malgré tout, il y a quand même le geste d'achat qui doit être là et qui peut être challengeant. Donc le consommateur, encore une fois, sur la question du juste emballage, il est très, très impliqué, très concerné. Oui, donc même chose sur ces questions que vient d'aborder Fabien, et on terminera peut-être avec ça avant de prendre des questions de la salle. Quels sont les impacts de ces opérations de substitution? Alors on l'a vu sur le gain économique, c'est pas gagné, c'est le cas de le dire, puisque ça coûte peut-être plutôt plus cher. Et quels sont les impacts industriels? Alors là, on a vu un impact marketing aussi. Impact industriel, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les cadences de production, ce qu'il faut régler les machines, voire les adapter. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences comme ça, effets indésirables entre guillemets? Non, l'impact, il est positif de cette transformation parce que c'est simplement répondre à des attentes sociétales. Les gens veulent moins de plastique, ils veulent moins de gaspillage, ils veulent moins de produits avec beaucoup d'emballage. Donc c'est ça qu'il faut écouter. On part du consommateur, on écoute ce qu'il dit et ensuite on essaye d'adapter l'offre qu'on lui propose en l'améliorant, en tenant compte des contraintes à la fois économiques, environnementales, logistiques, etc. Et je pense de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix que de changer et que d'évoluer. Et chez vous, chez Coca France, tous ces investissements que vous avez pu être amenés à faire pour faire ces opérations de substitution, vous avez une idée du budget que ça a représenté? Au niveau européen, c'est plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Plusieurs centaines de millions d'euros. Oui. D'accord. Pour réadapter les lignes de production et la logistique aussi peut-être derrière, puisque ça a des impacts aussi logistiques. Ça a des impacts sur toute la chaîne. D'accord. Oui, tout à fait. Et sur les ventes, puisqu'on parlait d'effets marketing, sur les ventes, vous avez senti un petit coup de frein ou au contraire une accélération? Après tout, pourquoi pas? Les consommateurs peut-être se disant tiens, Coca met du carton à la place du plastique, j'achète encore plus de canettes, ou ça n'a rien fait? Ça, c'est plus compliqué à dire parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Choses, voilà, beaucoup de paramètres qui influent les ventes. Mais ne prenons pas le risque de ne rien faire et de faire comme avant. Ça, ce n'est pas une option. D'accord. Anticiper pour ne pas subir, comme disait tout à l'heure Fabrice. Oui. Marie-Pierre, même question? Effectivement, en fait, on doit toujours aller de l'avant, toujours essayer de trouver des nouvelles choses. Nous, on n'est pas là pour vendre de l'emballage, on est vraiment là pour vendre du produit. Et donc l'emballage, il a sa première fonction, en fait, donc bien sûr de protéger le produit, mais il faut répondre aux attentes du consommateur. Et donc le consommateur souhaite moins de plastique, mais tout en gardant de la praticité et autres. Et c'est vrai que c'est beaucoup de challenges. Aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus quand même d'industriels qui nous aident aussi pour trouver donc soit des nouveaux matériaux, mais aussi au niveau des machines elles-mêmes, parce qu'en fait, on ne passe pas sur une machine aujourd'hui qui était faite pour du plastique, on ne passe pas du papier dessus. Donc il y a quand même souvent beaucoup de modifications à faire, mais les industriels sont de plus en plus à venir nous aider là-dessus. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a déjà 3-4 ans, c'était déjà beaucoup plus compliqué en fait parce qu'ils ne voyaient pas toujours l'intérêt, quoi. Et le consommateur sent que ça lui coûte plus cher, accessoirement, on l'a vu. Mais vous l'avez dit, donc effectivement, en quelques années, c'est un peu aussi, je dirais, peut-être la conclusion positive de cette matinée. Il y a des lignes, les lignes ont bougé, les lignes ont changé, la loi a évidemment beaucoup agi, la pression du consommateur, et comme vous le dites, même il y a 3-4 ans, tout à l'heure on entendait aussi, il y a 5 ans, c'était Vincent Collard de Citeo qui disait... On n'aurait jamais eu ce type de débat. Preuve en est que les choses bougent, même si c'est encore loin d'être parfait. Ça secoue quand même un petit peu. Tout à fait. Nous, quand on en a parlé en 2012, la première fois, ça nous semblait complètement inatteignable. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a retrouvé des partenaires, on a trouvé des choses à faire. Alors, à notre niveau, certes, mais ça fait avancer, ça fait bouger les lignes. Et c'est des fois, en fait, aussi ce qui fait que les gens aussi finissent, les consommateurs, surtout les consommateurs bio, des fois, sont intéressés justement pour avoir des alternatives et donc répondre, on va dire, à leurs besoins. Mmh.
Oui, juste pour dire, Fabien. effectivement, il faut répondre aux attentes du consommateur et c'est très important. Il faut aussi le responsabiliser. Et quand on parle de collecte qui est pas suffisante, c'est bien le geste de tri qui est à la base de tout. Et s'il est faible, c'est que le consommateur ne va pas mettre ses emballages dans les poubelles de tri. Il y a aussi autre chose, c'est son acceptabilité du changement. Donc je parlais des sachets, mais il y a aussi les bouteilles en RPET. Quand c'est transparent, c'est assez, pour le coup, transparent. Bien que certaines bouteilles soient un peu grises. Un jeu d'orange peut paraître un petit peu plus fade dans une bouteille 100% recyclée par rapport à une bouteille vierge. De l'autre côté, quand on propose du lait en bouteille grise, comme c'est également proposé, là aussi il y a un gros pari et c'est 3 ans de travail, c'est un appel à projet Citeo. Vincent en avait parlé. Vincent en a parlé de ça. Il faut vraiment que le consommateur ne soit pas juste en attente, mais soit aussi acteur dans la transformation, parce qu'effectivement il faut se transformer, c'est sûr, ça il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas bon de mettre que du plastique sur le marché et de continuer à activer la pompe à plastique vierge, on va dire. Mais par contre, il faut que ce soit accompagné. Alors, puisqu'on parle de plastique, justement, une question pour vous, Marie-Pierre, question qui vient du chat, sur la résine de canne à sucre. Voilà, un sujet qui intéresse. Donc, les plastiques d'origine non fossile, donc au-delà des dérivés du pétrole, donc plastique naturel, on va dire. Hein. D'où vient la canne à sucre? Et justement, est-ce que dans le cycle de vie global de l'emballage, finalement, parce que la canne à sucre, j'imagine qu'elle, je sais pas, voilà, d'où elle provient, et donc il y a un peu de transport, il y a de la logistique, il y a de la transformation. Est-ce que d'un point de vue écologique aussi, finalement, c'est très positif? Alors en fait, on a fait faire en fait une analyse de cycle de vie sur ce produit. Donc il vient du Brésil. Ce n'est pas des cultures en fait qui sont utilisées pour l'alimentation humaine, mais c'est bien pour Dédié à de l'industrie. voilà. Aujourd'hui, ça représente 1% en fait des cultures en fait qu'il y a au Brésil. Donc en fait, c'était assez négligeable. Avec l'utilisation en fait, au niveau du carbone, de l'eau et autres, en fait, on arrive, on va dire, à un bilan qui est quasiment. On était un petit peu, on va dire, positif en fait en utilisant la résine, mais c'est reste, on va dire, presque flat. Aujourd'hui, en fait, c'était pour plutôt, on va dire, pour donner en fait une alternative, on va dire, à de l'origine fossile, tout en ayant en fait regardé en fait toute cette notion d'ACV et de se dire qu'aujourd'hui, ça vient pas du fossile, mais ça vient bien du végétal, quoi, et que c'est possible de faire du plastique autrement qu'avec du plastique fossile. D'accord, donc là, c'était pas l'objectif de faire tout de suite, de basculer, c'était de montrer que c'est possible. Voilà, il y a des alternatives. le Parce qu'effectivement, le Brésil, c'est quand même un peu polémique. Hein. Oui, je sens déjà les questions, la déforestation, l'Amazonie, etc. Et alors ça, c'est oui, voilà. En fait, donc, il y avait pas de, enfin, ça a été étudié en fait dans la CV en fait justement pour éviter la déforestation, effectivement. Ça n'en faisait pas partie. Mais en fait, c'était juste aussi pour se dire, il y a aussi des alternatives qui existent en dehors, on va dire, du plastique fossile. Mais on s'est assuré en fait que donc ça reste du polyéthylène et que celui-ci est recyclable. Avec les mêmes propriétés que le polyéthylène dérivé du pétrole. Voilà. C'est quand même l'objectif. Il ne perturbe pas le tri en fait, ce qui n'est pas forcément le cas des fois du PLA ou d'autres plastiques en fait qui peuvent être perturbateurs de tri. Donc là, le but c'est de pouvoir quand même recycler ces emballages et donc ils restent recyclables et ils peuvent aller dans le flux sans aucun problème. Et dernière question qui s'adresse à tous les trois d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres dérivés que la résine de canne à sucre, d'autres plastiques d'origine végétale sur lesquels on travaille, qui ne sont pas de la canne à sucre pour le coup? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux? Et on va prendre les questions de la salle. Il y a aussi des matériaux à base d'huile de pain. De pain? Oui, de pain, oui. Donc, de pain bois. PIN ou PIN, oui. PIN, ouais. D'accord. Et Okay. qui sont beaucoup moins installés et qui donc nécessitent de faire ce qu'on appelle du mass balance, donc où le fournisseur ne peut pas certifier que la matière est vraiment présente dans ce que vous achetez, mais peut être un peu diluée. D'accord. Donc c'est le système qui est là pour aussi tout ce qui est solidaire, le Max Havelaar, ce genre de choses. Ok, merci. Oui. Oui, il y a de nouvelles filières qui vont apparaître dans les prochaines années avec des déchets agricoles en fait, des déchets de culture qui vont pouvoir servir à fabriquer du plastique notamment. Ouais, donc ça c'est vraiment très, très bénéfique. Alors, question de la salle. Et après on libérera nos intervenants. Alors peut-être que c'est l'appétit qui vous... Bonjour. Alors, fabricant de films polypropylène, donc plastique.
Oui, fabricant de films polypropylène plastique. Et donc, quand donc, le monsieur a parlé, voilà, Fabien Guyot a parlé donc de tout ce qui était déchets forestiers, éventuellement donc pour le Toy Oil, je pense que c'est ça, hein, c'est pour l'ISCC. C'est quelque chose qui peut aussi, donc vous êtes passé très vite dessus, mais qui peut aussi avoir un avenir. Et je pense qu'on n'a pas, du moins, ça n'a pas été suffisamment développé. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi au niveau recyclé, parce que ça peut aussi compléter pour demain d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus neutre et qui utilise quand même moins de fossiles. En fait, le sachet papier pour les salades, on l'a mis en place parce qu'on a signé le pacte national plastique en 2019. Et un des 3 engagements qu'on avait pris, c'était de réduire la quantité d'OPP sur les salades, sur les sachets salades. Donc on a choisi cette version-là, sachant que pour nous, un OPP d'origine biosourcée, malgré tout, pour le consommateur, ça reste un plastique. Donc alors il est meilleur parce qu'ils n'utilisent pas de ressources fossiles. Malgré tout, ça reste un plastique. Et aujourd'hui, la filière de recyclage n'est pas évidente parce que le matériau se déchire, etc. Il part plutôt à l'incinération. Donc on a pris ce parti-là. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme vous l'aviez dit tout à l'heure d'ailleurs, il y a plein de possibilités pour avancer sur tout ce qui est environnement. On prend un parti pris, ça veut dire qu'on sacrifie entre guillemets une autre option, mais les options sont toutes ouvertes. Donc effectivement, pas mal de donc les déchets forestiers, hein, c'est ce que vous disiez, je crois, madame. Voilà, donc il y a effectivement pas mal de choses. Une autre question pour nos intervenants. Vous voyez qu'il y a des exemples très concrets d'entreprises qui ne sont pas les seules, bien sûr, qui avancent sur le sujet. Alors on me dit qu'il y a une question du côté du chat. Oui. Ah, alors là, on parlait du consommateur tout à l'heure, donc le chat, une question qui dit « Ne devrait-il pas y avoir, selon vous, une vaste campagne de sensibilisation du consommateur à la problématique du recyclage ?» Alors je crois que c'est régulièrement fait, mais bon, néanmoins, est-ce qu'il faudrait en mettre une couche aujourd'hui? On est au tout début de la mise en place d'une nouvelle consigne d'écoterie, qui visuellement n'est pas forcément très différente, mais qui met beaucoup plus en avant le fait de devoir trier les emballages, qui les distingue différemment et qui notamment oblige à imprimer les films plastiques de l'eau, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, la consigne était juste sur le primaire, sur la bouteille par exemple, alors que maintenant, elle doit être aussi sur le film de regroupage. Donc ça impose quand même un certain nombre de changements, encore une fois. Ça, c'est les efforts faits par Citeo pour motiver le tri. Maintenant, on a eu Monsieur Papillon qui avait pas mal marché il y a quelques années, 2-3 ans. Effectivement, des campagnes, il faut continuer à en faire, mais c'est par la communication avec la presse, etc., que ça pourra avancer, parce qu'il faut vraiment que le consommateur se sente responsable de ça. Et par des événements comme cela aussi, non? Oui, Arnaud. Nous, on a investi dans une usine qui fait du recyclage de plastique PET, il y a 10 ans de ça, qui est à Beaune, et on l'ouvre en fait aux visiteurs. Donc les gens peuvent venir voir. D'ailleurs, vous dans cette salle, vous êtes les bienvenus. Évidemment. Opération portes ouvertes. Voilà. Permanente. Il faut prendre rendez-vous, j'imagine. Mais c'est pas très loin d'ici, c'est à côté de Beaune. Et ça marche très bien parce que les gens voient concrètement, ma bouteille, qu'est-ce qu'elle devient, comment on la recycle, comment on la valorise, c'est quoi les bénéfices. Ils peuvent poser toutes les questions. Donc évidemment, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est de la pédagogie permanente. Pour expliquer pourquoi, c'est quoi l'économie circulaire, les emballages que j'ai dans ma poubelle jaune tous les jours, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors je ferai pas référence au reportage sur France 2 la semaine dernière qui a fait beaucoup parler. Malheureusement colporté de fausses informations, il faut le dire. Et Citeo les a corrigées. Donc je vous invite vraiment à aller regarder le site de Citeo qui répond à certaines des assertions. Donc oui, il faut que les médias fassent le job aussi, mais il faut qu'ils le fassent bien. C'est une question qu'on pourrait poser à Citeo, c'est quelle est la part du budget de Citeo affectée justement aux opérations de communication, puisqu'évidemment c'est un volet apparemment très important. Question qu'on leur posera demain, puisque Citeo sera de nouveau avec nous demain. Marie-Pierre, même chose, donc campagne de communication, sensibilisation du consommateur. Alors nous, on essaye en fait via nos sites internet en fait d'avoir en fait une petite communication sur la partie emballage.
Comme tout le monde, en fait, depuis, on va dire, fin septembre, on a les nouvelles consignes de tri qui sont arrivées. Donc, c'est-à-dire que on- tous les emballages doivent aller normalement au bac de tri. Donc, on facilite, on va dire, aux consommateurs le geste de tri. C'est-à-dire, il ne se pose plus la question est-ce que je mets une poubelle noire, mais dans la poubelle jaune. Tout doit se mettre dans la poubelle jaune. On espère que tout ça va permettre en fait aussi d'avoir un taux de recyclage qui augmente et que les centres de tri se perfectionnent pour pouvoir mieux trier, on va dire, les emballages et pouvoir évoluer dans le bon sens. Et puis, comme le disait tout à l'heure un intervenant, effectivement, le but d'avoir des monomatériaux, ça facilite le recyclage aussi et ça évite justement des erreurs d'aiguillage. Mais je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans où, effectivement, on ne pouvait mettre dans la poubelle jaune que le plastique compactable, le PET et les cartons. Et tous les autres films plastiques, c'était un vrai problème. On ne savait pas quoi en faire, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, déjà. C'est que depuis là. Hein. Là, ça, c'est que Oui, depuis mais enfin, c'est quand même voilà. C'est récent. Alors même les moins de voilà, absolument, super. Bon écoutez, Madame et Messieurs, je vous remercie à nouveau. Merci vraiment pour votre participation. Voilà, vous êtes disponible, je suppose, s'il y a des questions. Voilà. Alors, il y a une pause déjeuner quand même. Voilà. Merci à tous pour votre fidélité, votre présence et les questions que vous avez posées. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit.